Tu te souviens ce qu'on avait dit à la fin de la dernière vidéo? Non. Bah, je crois qu'on avait dit qu'on trouverait des solutions au changement climatique. Ah ouais, mais y en a? Je sais pas. En vrai, t'as déjà réfléchi à des trucs, non? Non, non, je crois pas, non. Moi, je suis sûr, c'est comme dans un jeu vidéo. Ah ouais? Tu crois? Ouais. Bah vas-y, viens, on essaie. Ok. Eh putain, tu vois, ouais, je te l'avais dit. C'est comme dans un jeu vidéo. Bon, bah on lance le premier niveau. Ok, on a compris. Il faut tout faire pour arrêter le changement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Mais par où commencer? Pour comprendre d'où viennent les émissions à l'échelle individuelle, regardons l'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est-à-dire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dont un individu est responsable par son mode de vie. Ce qu'il mange, comment il se déplace, ou encore comment il chauffe sa maison. L'empreinte carbone d'un Français moyen est de 9,9 tonnes de CO2 équivalent par an. On distingue 5 grands postes d'émissions. Premièrement, les déplacements, et en particulier les trajets en voiture, représentent près de un quart du bilan carbone. L'alimentation constitue le deuxième plus grand poste d'émission, principalement à cause de la consommation de viande importante en France. Le logement occupe la troisième place de ce classement, notamment en raison des chaudières encore majoritairement au gaz et au fioul. Enfin, la consommation de produits manufacturés et les dépenses publiques, comme l'accès aux soins, à l'éducation ou encore à la santé, constituent les quatrième et cinquième grandes catégories de notre empreinte carbone. Bien qu'il existe de grandes tendances, chaque empreinte carbone est unique. Elle dépend du mode de vie de chacun. Par exemple, prendre l'avion pour faire Paris-New York aller-retour émet environ 2 tonnes de CO2 équivalent, ce qui est bien au-dessus de la moyenne française de 430 kg par an. Tout cela pour dire que le français moyen n'existe pas et que certains comportements peuvent faire drastiquement grimper ou baisser l'empreinte carbone. Pour comprendre les leviers d'action pour réduire la vôtre, je vous invite donc à la simuler sur le site de l'ADEME, l'Agence française de l'environnement. Le lien est en description. Une fois que vous savez ce qui contribue le plus au changement climatique dans votre mode de vie, pour réduire efficacement son empreinte carbone, il est important de comprendre, d'une part, l'objectif à atteindre et d'autre part, les gestes qui font la différence. Pour commencer, regardons l'objectif à atteindre. Pour arrêter le changement climatique, il faudrait que la population mondiale émette uniquement ce que les puits de carbone sont capables d'absorber. Grosso modo, cela revient à dire que chaque Français se limite à émettre seulement 2 tonnes d'équivalent CO2 par an, contre 9,9 aujourd'hui, et ça d'ici 2050. Si la définition de cet objectif repose sur des hypothèses questionnables, ce qui importe, c'est de garder l'ordre de grandeur en tête. Il faut diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 5. Ouais, on a du pain sur la planche. Maintenant que l'objectif est clair, intéressons-nous aux actions à mettre en place. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de cibler les principaux postes d'émission pour réduire notre empreinte carbone. Faire moins de trajets en voiture ou en avion et plus à vélo ou en train. Manger moins de viande et plus de protéines végétales. Se chauffer un peu moins. Faire ça, c'est déjà pas mal. Mais il faut aller encore plus loin car viser les gros postes d'émission ne suffira pas pour atteindre l'objectif de 2 tonnes en 2050. En réalité, tous les postes d'émission doivent être réduits, et pas juste les plus émissifs. Concrètement, il s'agit de faire preuve de sobriété, c'est-à-dire se poser systématiquement la question « est-ce que j'en ai besoin avant de consommer quelque chose, de se déplacer ou de chauffer sa maison ?» afin de se recentrer sur des besoins plus essentiels. L'idée, c'est d'éviter de céder à des pulsions d'acheter un nouveau téléphone avec 4 appareils photo intégrés par exemple. Et pour vous aider à mieux cerner vos objectifs,
vous pouvez utiliser la méthode bisou. Et pour vous en rappeler, imaginez simplement que je suis en train de faire un bisou à Cyprien. Cette méthode consiste à se poser 5 questions avant de consommer quoi que ce soit. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? N'ai-je rien de semblable? D'où vient son origine? Et est-ce vraiment utile? On peut généraliser ces questions du besoin à tous nos actes de consommation. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un nouveau t-shirt dans ma garde-robe? La sobriété touche à tous les domaines. Gardez en tête les ordres de grandeur de vos actions. Concrètement, faire pipi sous la douche tout en mangeant de la viande rouge 5 fois par semaine, ça ne marche pas vraiment. Maintenant, réduire ses émissions de gaz à effet de serre par de la sobriété a nécessairement une portée limitée. Le cabinet Carbone 4 a voulu quantifier l'impact d'une société où tout le monde serait un super-héros ou une super-héroïne du climat. Eh bien, dans un tel monde, on pourrait réduire notre empreinte carbone moyenne jusqu'à 45%, alors qu'il faudrait la réduire d'environ 80% si l'on veut respecter les accords de Paris, ou plutôt limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Bref, faire preuve de sobriété à son échelle, c'est bien, c'est nécessaire, mais pas suffisant si on veut stopper le changement climatique. Car l'action individuelle se heurte à des verrous systémiques. Autrement dit, nous dépendons des autres et de l'environnement qui nous entoure. Prenons un exemple pour mieux comprendre. On peut prendre le vélo plutôt que la voiture pour aller au travail. Mais s'il n'existe pas de piste cyclable, c'est plus compliqué. Et au-delà même du manque d'infrastructures, si vous habitez à 60 km de votre lieu de travail, prendre le vélo quotidiennement peut s'apparenter à un parcours du combattant. Retenons donc que la sobriété à son échelle, c'est cool, ça marche, c'est même nécessaire, mais ça n'est pas toujours possible. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Pour continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on peut actionner d'autres leviers. Dans les précédentes vidéos, on a souligné le fait que nos émissions de gaz à effet de serre étaient majoritairement dues à notre consommation d'énergie fossile, qui émet du CO2. Nous avons donc un premier moyen de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à large échelle, en améliorant l'efficacité de nos technologies, et en particulier leur efficacité énergétique. Améliorer l'efficacité, ça veut dire développer la capacité de réaliser une même action en utilisant moins. Dans le cas de l'efficacité énergétique, il s'agit de faire autant avec moins d'énergie. Cette efficacité peut venir par exemple de changements technologiques. C'est le travail des ingénieurs à grosses lunettes. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de la voiture. Nous pouvons améliorer l'efficacité d'un moteur de voiture pour qu'il consomme moins en réduisant les litres au 100 km, et cela sans changer la façon de conduire, la taille ou la puissance de la voiture. C'est une amélioration technique. Pour mesurer l'efficacité énergétique à l'échelle d'une société, il faut considérer tout ce qui se passe dedans. Et autant dire que c'est un joyeux bazar. Le calcul n'est pas évident. On se base alors sur un indicateur qui agrège toutes les activités de notre société, le PIB. Si l'omniprésence du PIB dans nos sociétés pose question, c'est aujourd'hui un des seuls agrégats macroéconomiques calculés systématiquement. Quand on divise la quantité d'énergie fournie à la société par le PIB, on obtient ça. C'est chouette, non ? L'efficacité énergétique s'améliore en moyenne d'1% par an depuis 30 ans. Autrement dit, depuis 30 ans, pour produire une unité de PIB, on a besoin d'1% d'énergie en moins chaque année. Bref, on est 1% plus efficace chaque année. Cependant, on a quelques problèmes. Déjà, le PIB n'est pas constant et augmente à l'échelle mondiale. En moyenne 3% par an depuis 30 ans. D'autre part, si on veut respecter les accords de Paris et limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius, il faudrait réduire nos émissions de 8% par an. Donc avec notre 1% d'efficacité déjà contrebalancée par la hausse du PIB, on est loin du compte. De plus, cette efficacité est plafonnée. Vous aurez beau progresser, il est impossible d'améliorer l'efficacité d'un système éternellement. Prenons un exemple un peu complexe, mais qui vous permettra de briller en soirée mondaine. Les éoliennes subissent la loi de Betz, qui limite leur rendement à environ 60%. C'est-à-dire qu'une éolienne, aussi développée soit-elle, ne pourra jamais récupérer plus de 60% de la puissance du vent.
c'est une limite physique. Notre monde est plein de limites physiques comme celle-ci que l'être humain ne peut pas dépasser. Bref, chercher à gagner en efficacité énergétique grâce aux avancées technologiques ne suffira pas. On a besoin d'ingénieurs à grosses lunettes, mais pas que. On a besoin de tout le monde. Car il est aussi possible d'améliorer l'efficacité énergétique d'une société en changeant son organisation. En reprenant l'exemple de la voiture, dont nous avons parlé un peu plus tôt, au-delà de l'amélioration technologique, nous pouvons citer le développement du covoiturage ou des transports en commun contre l'autosolisme, être seul dans sa voiture. Nous n'empêchons pas les personnes de se déplacer, mais pour un même déplacement, nous réduisons les émissions. Nous sommes plus efficaces. Ce type de changement est typiquement le fruit d'évolutions collectives et structurelles dont nos sociétés ont besoin. Encourager les évolutions de pratiques à large échelle permet de réduire notre impact en étant plus efficace. Cette large échelle, on l'atteint nécessairement par un projet collectif, qu'il soit politique, économique ou encore éducatif. Donc l'efficacité, c'est cool, ça nous aide un peu, mais c'est limité, lent et long. Ça ne suffira pas à atteindre notre objectif de 2 tonnes d'empreinte carbone individuelle d'ici à 2050. Prenons maintenant le problème sous un autre angle. S'il est difficile de consommer moins d'énergie, est-il possible de remplacer les énergies fossiles par des alternatives moins émettrices de gaz à effet de serre ? Nous utilisons encore énormément d'énergie fossile, c'est-à-dire du gaz, du charbon ou encore du pétrole. Ces 3 sources d'énergie représentent 80% de l'énergie que l'on consomme à l'échelle mondiale. Et malheureusement, ça n'évolue pas beaucoup depuis 20 ans. Mais pourquoi cela n'a pas bougé alors qu'on voit tous les jours des annonces de nouvelles éoliennes en construction ? En fait, jusqu'à présent, les sources d'énergie se sont toujours additionnées, mais jamais substituées. C'est ce que l'on observe avec les énergies renouvelables depuis quelques années. Elles ne remplacent pas des sources d'énergie plus carbonées, mais répondent à nos besoins croissants en énergie. En gros, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dans une transition énergétique qui impliquerait une substitution des sources d'énergie, mais dans une superposition énergétique. En résumé, on consomme de plus en plus d'énergie. Et cette énergie est encore très carbonée. Mettre en place des éco-gestes ou développer les énergies renouvelables, ça réduit nos émissions de gaz à effet de serre, mais pas suffisamment pour arrêter le changement climatique. Les ajustements à la marge ne suffisent pas. Une transformation globale est nécessaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et comment y parvient-on ? La sobriété individuelle et les changements technologiques, ça aide, mais ça ne suffit pas. Notre aventure continue et on est devant autre chose. Un big boss final. Un ultime ennemi particulièrement coriace. On a l'impression d'avoir tout fait. On perd peu à peu notre énergie. En fait, on a l'impression de ne plus avoir d'autres leviers d'action du tout. Mais ça, c'est parce que notre problème s'inscrit dans le temps long. Au lieu de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité peut au contraire les faire augmenter. C'est d'ailleurs aussi le cas de la sobriété si elle n'est que ponctuelle. Alors oui, ça ne paraît pas très logique à première vue, mais faisons quelques pas en arrière pour mieux le comprendre. Au XIXe siècle, au milieu de la révolution industrielle anglaise, un certain William Stanley Jevons théorisa ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Jevons. Au début du XVIIIe siècle, l'industrie britannique utilise des machines à vapeur pour produire les produits manufacturés, comme des vêtements ou des montres par exemple. Mais ces machines ont besoin d'énormément de charbon pour fonctionner. Ce qu'elles produisent coûte donc assez cher. En 1769, un ingénieur assez connu du nom de James Watt invente alors une nouvelle machine à vapeur qui consomme moins de charbon que ses prédécesseurs. Mais contre toute attente, après l'introduction de cette machine sur le marché, la consommation de charbon en Angleterre explose. Bizarre, non ? Notre ami Jevons explique ce paradoxe. Puisque la machine nécessite moins de charbon pour fonctionner, il est moins cher de produire des biens avec. Les industriels peuvent alors se permettre de produire plus qu'avant, avec la même quantité de charbon. Cette réduction de leur coût de production leur permet de baisser leur prix de vente. Les prix des produits manufacturés sont alors plus bas, donc la consommation de produits manufacturés augmente. Les industriels s'enrichissent et peuvent produire encore plus de biens, on produit plus et on consomme plus. Sauf que pour produire encore plus, les industriels utilisent encore plus de charbon. À quelques nuances près,
ce phénomène a été popularisé sous le nom d'effet rebond. En gros, une pratique ou une technologie entraîne dans un premier temps une baisse qui est rapidement compensée par une hausse. Il y a des tas d'illustrations de cet effet rebond. Mais prenons un exemple. Lors du Covid-19, beaucoup d'entre nous ont arrêté de travailler, arrêté de produire, mais aussi de consommer pendant au moins une bonne année. Et cette vie plus sobre nous a permis de faire quelques économies. Le problème, c'est que lors du déconfinement, on a repris de plus belle. Certes, cela a permis une relance économique, mais a également entraîné un regain des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Après la crise du Covid-19, on a atteint un niveau d'émissions plus haut qu'avant la crise. Dans un premier temps, cette crise a permis une baisse des émissions de gaz à effet de serre par de la sobriété, qui était certes imposée, mais cette sobriété n'a été que ponctuelle. Jboing, ça rebondit. En fait, les effets rebonds montrent que des changements techniques ou comportementaux isolés ne suffisent pas nécessairement à réduire notre pollution sur le long terme. Mais alors, comment faire pour les éviter ? Eh bien, cette question, comme vous vous en doutez, mérite des heures de débat, et y répondre est très compliqué. Il n'y a pas de réponse unique. Mais pour finir cette vidéo, on va vous partager quelques pistes de réponse. Tout d'abord, toutes les limites qui empêchent l'homme de consommer plus sont vues comme des contraintes extérieures, nous coupant les ailes dans notre quête du bonheur. Car on associe encore faussement une vie heureuse à une forte consommation. Une grande maison, de beaux et nombreux habits, ou encore une grosse bagnole. Ces contraintes qui limitent notre expansion, une fois dépassées par de nouvelles technologies, sont vite oubliées pour laisser place à plus de consommation. Pour éviter cet effet rebond, une des premières choses à faire serait en fait d'intérioriser les limites environnementales, à la fois individuellement, mais également collectivement. Faire en sorte qu'elles deviennent un espèce de cadre global à nos décisions, plutôt qu'un paramètre de plus à prendre en compte. Par exemple, en ayant intériorisé profondément le fait que prendre l'avion pollue énormément. Même si on nous offre un Paris-Tokyo gratuitement, on ne prendrait pas cet avion et ça n'empêcherait pas notre épanouissement. Intérioriser les limites environnementales dans nos modes de vie signifie à la fois comprendre en quoi certains modes de vie dégradent l'environnement, en s'informant par exemple, en visionnant cette vidéo, mais surtout comment vivre heureux tout en prenant soin de cet environnement. Il s'agit en fait tout simplement d'oser définir un nouveau projet de société, individuel et collectif, dans lequel nous puissions tous ensemble prospérer en respect de la planète. Ça peut se traduire par plus d'apéros, plus de soirées devant des bons films, plus de temps passé avec ses proches, plus de farniente à la plage. En fait, cette définition du bonheur, elle est propre à chacun. Mais une fois que des limites environnementales ont été intériorisées, on comprend assez vite qu'avoir un téléphone à 1500 € avec 4 appareils photo, ça n'est pas forcément si nécessaire que ça à notre bonheur. Donc pour résumer, un changement de nos consciences et une nouvelle manière individuelle et collective de chercher le bonheur dans nos vies nous permettront de lutter contre le changement climatique à long terme. C'est un petit peu comme si le dernier personnage de notre jeu vidéo était un mage qui changerait la manière dont nos héros voient leur vie. Il leur ferait simplement intérioriser les contraintes auxquelles ils se confrontent, et à partir de là, on peut déjouer tous les pièges de notre Big Boss. Tout devient un petit peu plus simple. On avance pas à pas, et ça y est, on arrive à battre notre Big Boss final. Après une aventure longue et parfois un petit peu périlleuse. Wow. Attends, tu vas me dire que c'était que le premier niveau, ça ? Oh, c'est chaud. Comment il s'appelle le jeu ? Les limites planétaires. Ah, je suis trop KO pour aujourd'hui. Viens, on lancera ça demain. Ouais, ça me va, ouais. Ok. Tu me passes les chips ?